Bonjour à tous, merci d'être là sur ce webinaire pour documenter les violations des droits de l'homme par des projets de développement dans différents territoires, dans les trois régions d'ici, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Ça, c'est une session d'échange pour les communautés et merci pour la collaboration avec nos collègues qui ont participé dans la session d'hier et la session d'aujourd'hui. Et donc, vous êtes- on essaie de discuter sur les outils de suivi et leur utilité pour des communautés de différentes zones. Et donc, ça, c'est une session de partage de connaissances. Nous avons quelques orateurs et oratrices qui vont démontrer ce que nous avons disponible et comment est-ce que nous pouvons être en contact. Il y a d'autres qui sont là comme des participants et nous voulons savoir les problèmes auxquels ils sont confrontés ou bien les défis auxquels ils sont confrontés et voir comment après cet échange, nous pouvons penser à des possibilités de collaboration ou à des actions communes. Aujourd'hui, on va nous partager différentes propositions et méthodologies. Florian Benkin qui va partager et Christian. Tous viennent des organisations qui travaillent avec des communautés et ils vont partager leur expérience et les possibilités pour les changements. Et donc, ils vont tous se présenter pendant un temps et après ça, on va avoir une session de questions-réponses. Merci donc, Christine, Orlando, et merci à tous les participants, merci aux interprètes et à tous les gestionnaire du programme. Donc, Flaviano, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cet atelier. Est-ce que je peux partager mon écran pour que je puisse présenter? Mon nom, c'est Flaviano. Je suis le fondateur et directeur de mon organisation. Je n'ai pas saisi le nom. Nous sommes affectés par des questions de violation contre l'environnement. Et accordez-moi une minute, je vais pouvoir télécharger la présentation de Flavia. Je suis fondateur de l'organisation qui travaille avec les communautés pour leur accorder un soutien scientifique. Tout ce que nous allons faire, nous allons démontrer que la science peut être utilisée pour aider les communautés à se défendre contre les violations de leurs droits. On travaille depuis 2012 et la plupart des projets sont des projets miniers en Amérique latine. Je vais parler de ces projets en Amérique latine
mais aussi je vais donner des exemples concrets d'autres cas au niveau du monde. Je vais être très concret et je vais être trop rapide pour permettre le temps de pouvoir poser des questions. Les populations en Amérique latine connaissent bien les problèmes liés aux activités minières et les impacts que ces projets causent sur la santé, sur l'eau, avec différentes activités. Et connaissent combien ces projets entraînent des pollutions et comment la poussière s'accumule au fil du temps. Et c'est un problème qui constitue une bombe écologique au niveau des différentes zones. Et c'est une cause à long terme pour des questions liées aux santé dans des communautés. Alors, cela se lie à des projets miniers, à des projets d'exploitation pétrolière, exploitation pétrolière et gazière, des projets liés à la monoculture industrielle. Et notre objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut démontrer les conséquences de ces projets sur les communautés. Et par exemple, on a fait des études en Pérou où on a exposé des paramètres physiques dans une ville où on a créé des instruments qui peuvent utiliser après une formation. Et donc, les communautés sont en mesure de relever les exemplaires de l'eau et examiner les niveaux de pollution. Et donc, ce sont des outils vraiment faciles à utiliser. Je peux vous montrer ce qu'on peut faire avec ces outils. Et d'autres outils qu'on utilise, ce sont des petits kits qu'on utilise en Indonésie, où il y a de l'exploitation de minerais pour la fabrication de batteries. Et donc, ces communautés sont en mesure de prendre des échantillons d'eau, ajouter des produits pour essayer d'évaluer les éléments constitutifs de l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez des tests de COVID et donc ces outils sont comparables aux tests de COVID qu'on a utilisés. Et c'est à mesure de déterminer la concentration de pollution en relevant les produits chimiques qui sont contaminés dans l'eau. Alors, lorsqu'on a la cartographie avec cet outil, je vais dire, et cet outil ne coûte pas tellement cher, mais on est en mesure de les utiliser pour déterminer le degré de pollution. Ce que vous voyez là-bas représente la pollution de l'aluminium dans des rivières à Pérou. Dans la première image, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de pollution, mais dans la deuxième image ou le deuxième graphe, vous voyez le niveau de pollution.
Alors, les rivières ont des possibilités de se réparer naturellement si la pollution est arrêtée. Et ces outils ont été utilisés par des agriculteurs locaux. Et donc, en utilisant un système trop simple, on est à mesure d'arriver au résultat parce que le plus grand défi, c'est l'engagement, parce que nous devons avoir des personnes qui sont engagées à ce processus. Et lorsque nous avons des personnes qui sont purement engagées, là, ça devient facile de prélever les niveaux de contamination, les niveaux de pollution d'une manière régulière. Vous voyez cette image de- d'une mine où les activités minières euh, font évaporer beaucoup de poussière. Et il y a des communautés autour de là qui sont autour des montagnes. Et la question de poussière, ça, ce sont des photos du Congo dans la région du Katanga où il y a l'exploitation du cobalt et il y a des communautés qui sont autour de ces activités minières. Et vous pouvez voir dans l'espace qu'il y a la poussière et nous devons faire quelque chose en tant que communauté. Et ce dernier cas, c'est en Indonésie. Ça, c'est une photo qu'on a prise par drone. Alors, comment est-ce que nous pouvons mesurer ça? On peut utiliser des outils comme ce que vous voyez là-bas. Ce sont des outils qui sont un peu chers. Ça, c'est presque une petite station qui coûte au moins 2 à 3 000 dollars. Alors, les outils qu'on a montrés avant, vous ne pouvez les utiliser qu'une fois, mais cette mini station, vous pouvez utiliser ça plusieurs. On a utilisé cette petite station au Congo pour faire des études et là pour mesurer la concentration de la poussière dans l'espace. Donc, on capture de l'oxygène ou bien on capture de l'air au niveau de l'espace. Et ça, c'est une manière de protéger l'outil. On peut, s'il n'y a pas de possibilité d'énergie, on peut utiliser aussi des panneaux solaires et des batteries pour recharger cet outil, mais aussi on peut utiliser des batteries de voitures, de véhicules pour recharger cet outil.
Et lorsque c'est chargé comme ça peut durer pendant un mois. Il y a des panneaux solaires et des batteries qui sont disponibles que vous pouvez utiliser. Alors, lorsqu'on a fait des études, il faut faire le partage des niveaux de poussière dans l'espace. Ça, c'est au niveau de Mozambique où on a visité des communautés. Ça, c'est Cerro Basco à Pérou. Mais il y a là la concentration de l'arsenic dans l'espace, mais aussi au niveau de l'océan à Basco. Au niveau des communautés, on a fait la cartographie pour l'utilisation de l'eau. Ça, c'est en Colombie, dans la région de Chaco. Puis, il y a des plantations de canne à sucre. Et donc, les plantations de canne à sucre déversent des produits chimiques dans les rivières. Et donc, toute plantation aux environs de 20 mètres de la rivière sont en mesure de faire des contaminations énormes. On a pris des images pour prouver cela. Et donc, il y avait, pour démontrer la présence de plantations de canne à sucre proches des rivières où ce n'est pas permis selon les lois. Alors, on a accordé le soutien aux communautés et on les a transmis toutes les informations nécessaires. Et on n'a jamais été là, mais tout ce travail a été effectué par les groupes de vérification au niveau des communautés. Et donc, comme vous voyez, ce sont des zones illégales où il ne doit pas y avoir de plantation de cannabis. Merci beaucoup. J'espère que je suis dans le temps. Oui, vous êtes dans le temps. Alors, pour ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte de messages ou bien vous pouvez les noter quelque part pour ne pas oublier. Mais présentement, je vais passer la parole à Christine Francisco. Bon après-midi à tous et à toutes. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Les francophones, j'espère que vous nous suivez. La traduction est un peu lente, l'interprétation est un peu lente parce que je reçois de l'espagnol en anglais. Alors, Flaviano nous a fait une très bonne introduction et nous continuons avec les mêmes concepts de connaissances communautaires avec les systèmes d'évaluation communautaire. Avec Christiana, on va se partager la présentation. Nous sommes l'organisation TERAI de la Colombie et nous travaillons contre les projets extractifs, et les projets miniers surtout. Notre outil, c'est l'outil d'évaluation communautaire. Voilà comment nous appelons ça. Alors, au départ, on voulait commencer avec une citation d'Arunda Tiro
s'il y a de l'espoir pour le monde, ça, ça dépend de l'engagement des populations qui protègent les forêts, les montagnes et les rivières parce que ils savent que les montagnes, les forêts et les rivières doivent être protégées. Là, on s'est basé sur cette citation pour nos activités d'aide aux communautés. On a fait la révision de notre contenu. Alors, en ce qui concerne le contenu de notre présentation, on va parler de la connaissance géographique de la communauté pour capaciter les communautés de participer aux décisions environnementales. On va présenter des cas aussi de la Colombie avec des projets d'extraction de l'or. Alors, on va parler de présence de plantations dans les zones de l'Amazonie. Et après, on va parler des types de plaidoyer qu'on a fait. À Terrail, on a 3 projets avec lesquels on travaille pour renforcer la gouvernance des communautés. En premier, c'est la capacitation par l'échange des informations ou des connaissances avec les communautés, le renforcement des capacités pour aider les communautés à se battre contre les injustices. Le deuxième aspect, c'est la collaboration avec les gouvernements pour renforcer la capacité des communautés. Et le troisième point, c'est le renforcement de la capacité scientifique et de la préservation de la dignité. Alors, nous générons des informations techniques pour des processus de litigation et nous avons des arguments scientifiques pour défendre ce que nous faisons. Nous, en tant qu'État, nous avons constitué une définition. Nous avons développé des définitions que nous utilisons dans nos formations parce que nous avons travaillé avec les communautés pour essayer de développer ou de définir un certain nombre de contextes et définitions. C'est un processus éthique et collaboratif pour essayer de trouver une compréhension commune avec les communautés avec lesquelles nous travaillons du point de vue de tous les éléments naturels que nous utilisons. En sélection par rapport aux besoins des communautés pour pour les capacités et les inquiétudes des communautés. Ils veulent renforcer les impacts sociaux au niveau des communautés. Ça, c'est la première introduction des concepts. Je vais expliquer comment est-ce que le processus fonctionne avec les communautés. Et là, nous voulons vous montrer la cartographie.
des communautés avec lesquelles nous avons travaillé en Colombie, mais aussi dans d'autres régions de l'Amérique latine. On travaille beaucoup avec les communautés autochtones en Équateur, en Pérou, Bolivie et Brésil, dans l'objectif de renforcer la gouvernance environnementale. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire face aux problèmes auxquels ils font face dans leur territoire ou dans leur zone. Alors, sur base des intérêts et des capacités des communautés, nous développons un réseau à long terme. Et après ça, nous générons une analyse des bases de données et nous déterminons la quantité, la qualité et la qualité de voir avec, de voir comment est-ce que nous pouvons aussi développer des projets en termes de droits, de protection des droits de l'homme, la surveillance de la qualité de l'air ou la suivi de la qualité de l'air. Et avec les bases de données auxquelles nous parvenons, nous nous focalisons sur les partages et les plaidoyers pour se rassurer de la protection des systèmes environnementaux et le bien-être de la communauté. Et donc, l'objectif de cet atelier devrait être qu'est-ce que nous faisons après que nous ayons fait des recherches. Nous devons avoir de l'impact sur la qualité de l'eau et nous devons aussi influencer les politiques par nos processus d'évaluation parce que nous parlons de cas spécifiques, mais de manière générale, il y a trois résultats auxquels on doit arriver. La qualité de l'eau doit s'améliorer en utilisant des outils qui sont simples à utiliser par les communautés pour essayer de déterminer la quantité de l'eau au niveau de leur zone. On doit aussi vérifier la qualité de l'eau par le biais de différents paramètres pour essayer de déterminer la qualité de l'eau. Donc, on doit déterminer la quantité et la qualité de l'eau. On a aussi déterminé par des indicateurs, par un exercice très simple pour les communautés, un exercice qu'on a commencé à utiliser en Bolivie. Là, je vous montre les photos de ce qu'on a fait en utilisant ces processus. On a commencé au sud-est de l'Antioquia, comme vous le voyez dans la boîte. Ça, c'est en Colombie. Dans les municipalités de Jericho, on a travaillé avec les communautés résistance, en résistance contre l'arrivée d'un projet minier depuis 2019 qui est en phase d'expiration. Je crois qu'elle demande à l'orateur d'être un peu lent pour permettre à l'interprète de l'espagnol en anglais de tout saisir. Ça, c'est les mines d'exploitation aurifère.
Alors, pour expliquer un peu sur la méthodologie d'évaluation, nous avons trois sources de données. La première source, c'est la documentation des impacts qui est basée sur les données qui sont enregistrées par la communauté. Alors, notre objectif pour ce projet, c'est de déterminer la présence des métaux au niveau de l'espace. Le deuxième processus, c'est la détermination des éléments qui sont liés aux monoplantations. La troisième méthode, c'est d'essayer de voir si la purification de, de l'eau, de faire la détermination de la qualité de l'eau au niveau des laboratoires. C'est-à-dire que nous prenons des échantillons à différents niveaux que nous envoyons au niveau des laboratoires pour évaluation. Des échantillons qui viennent de différentes sources. Alors, de par ces trois sources, on a pu documenter des impacts sur les droits de l'homme pour être spécifique par rapport à l'accès à l'eau potable dans ces territoires, dans ces zones. On a vu une présence élevée de l'aluminium qui est contaminé à l'eau dans les communautés d'Aquadox dans cette zone. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Christina pour continuer. Merci beaucoup. Je vais vous parler d'un projet que nous avons depuis 2017 en Amazonie. Le projet a commencé en 2017 par l'arrivée potentielle d'une société qui voulait opérer dans ces petites zones que vous voyez sur la carte. Ce sont des zones où les communautés ont toujours tiré de l'eau. Alors, ces sociétés d'exploitation pétrolière et gazeuse ont affecté la qualité de vie des communautés. Et donc, il devrait y avoir des études qui devraient se faire pour essayer de voir comment est-ce que l'exploitation pétrolière et gazeuse va affecter la qualité et la quantité de l'eau. Comme vous le voyez, ça c'est un atelier que nous avons organisé pour déjà monter une structure et échanger les informations avec les communautés en ce qui concerne les travaux de suivi. Là, c'était une formation pour les membres de la communauté, où on les a introduits aux outils d'enregistrement des données, de vérification des données au niveau de leur zone par des observateurs qui étaient intéressés à participer dans ce processus. On a essayé aussi de voir si les études que nous avons faites sont seulement utiles au niveau de ces zones ou peuvent s'appliquer à de larges communautés.
on a pu présenter les résultats de nos recherches dans des municipalités pour déjà s'organiser autour des résultats qui sont déjà identifiés. Alors, nous suivons la même structure comme ce qui a été présenté avant. On mesure aussi la présence des métaux lourds. Alors, les impacts ont été énormes et les communautés ont commencé à se plaindre de différents problèmes. En ce qui concerne l'évaluation, nous descendons sur terrain et nous prenons des échantillons pour les amener au laboratoire. On fait des vérifications avec les laboratoires pour essayer de trouver des résultats exacts que nous pouvons présenter. Et les laboratoires doivent être des laboratoires bien enregistrés selon les lois de la Colombie pour essayer de comparer les choses. Alors, on a amené les résultats que nous avons trouvés et nous les avons présentés dans notre atelier de plaidoyer avec les communautés. Alors, le plus grand problème, c'est la présence de métaux de calcium qui sont très destructifs à la santé humaine et cela a des impacts différents dépendamment de la saison. Il y a une grande concentration lors de la saison de pluie. Ça, c'est, vous pouvez voir que pendant la saison sèche, il n'y a pas vraiment une grande concentration. Mais lors de la saison de pluie, la concentration est très élevée. Et ces paramètres nous permettent d'analyser ces dynamiques pour essayer de déterminer la quantité de la présence de ces métaux lourds dans l'eau et évaluer ça par rapport à la durée. Alors, nous formons les gens pour enregistrer des données et nous soutenons les communautés pour rendre les données numériques, pour enregistrer les données d'une manière numérique. Mais les communautés peuvent aussi apprendre comment enregistrer et même les données d'une manière numérique et nous soutenons tous les processus. Ici, vous voyez deux types d'exemplaires, comment est-ce que nous organisons ces informations. Ça, c'est quelque chose qui est disponible à notre plateforme. Nous pouvons identifier par paramètres ou en utilisant d'autres sources les résultats auxquels nous parvenons. Et l'idée est de montrer les communautés la manière dont nous organisons les données qui nous envoient et on essaie de mettre nos outils dans les langues locales des communautés pour leur permettre de bien interpréter l'utilisation de l'outil.
avec la violation des droits de l'homme, on a on a pris l'initiative de l'évaluation de la qualité de l'air ou de l'oxygène de l'air au niveau de la Colombie, près des zones minières avec des outils spécifiques qu'on a utilisés pour mesurer la qualité de l'air. Alors, on est parti faire une formation dans la communauté pour essayer de démontrer à la communauté comment est-ce qu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes leurs outils d'évaluation ou de vérification de la qualité de l'air. Là, dans la photo à gauche, vous voyez comment est-ce ils sont en train de fabriquer l'outil. Et la photo dessus, à droite, ça c'est l'installation de l'outil. Alors là, c'est la communauté de Wayuu au nord de la Colombie. Et là, c'est la session de partage en Amérique latine pour la solidification avec les organisations de l'Argentine, du Pérou, les organisations de Pérou, avec les raisons de communautés environnementales, excuse. Alors là, c'était pour échanger les expériences avec différentes communautés de différents pays. Et donc, nous laissons nos contacts là-bas et vous pouvez nous contacter n'importe quand. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis et Christina. Vous avez présenté des éléments très intéressants. Alors, avec ça, nous allons permettre les questions-réponses. Je vois que nous ne restons qu'avec 2 minutes. Nous avons des questions déjà dans la boîte. C'est écrit dans différentes langues. Alors, il y a quelqu'un qui nous a aidé avec la traduction des questions. Kanga, allez-y. Justin, Justin, allez-y. Ok, mucho gracias. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous pour cette présentation. J'ai été très, très marqué par ce brillant travail que vous abattez sur le terrain avec les communautés. Question de, voilà, de les impliquer un peu dans la réduction de l'impact des activités minières sur l'environnement. Donc, moi, la question que je voudrais poser, je vais commencer par Flaviano. Déjà, veut dire quoi? Pour moi, l'accès au site d'exploitation minière, bon, là, c'est une question que tout le monde, même Johan, peut tout répondre, hein, mais l'accès au site minier, est-ce que c'est vraiment facile d'avoir accès pour aller collecter les données? Parce que hier, comme on essaie un peu de voir, on a des zones forestières, des minières où on exploite, mais qui sont vraiment protégés, militarisés pour qu'on n'ait pas accès à ça, qu'on réussisse à accéder pour prendre des informations. La deuxième chose, et j'ai été très marqué, avec les communautés, parce que nous, au niveau du Cameroun et dans les autres pays aussi du bassin du Congo, on a des communautés qui vivent dans des sites d'exploitation minière. L'eau est polluée, elles ne connaissent pas. Elles utilisent l'eau, elles consomment, en fait, elles utilisent pour les tâches ménagères. Et pour moi, ça me suggère une idée, comment est-ce qu'on peut remettre des petits kits dans des communautés qui peuvent leur permettre elles-mêmes de pouvoir évaluer
le taux de toxicité de ces mercures et autres dans l'eau et dans l'air, ce qui pourrait les aider à mieux gérer leur vie au quotidien. Moi, c'est quelque chose qui est une préoccupation pour nous. Nous, au niveau de FODER, nous avons, en 2023, fait une analyse des eaux qui circulent dans la zone de l'Est et on s'est rendu compte que beaucoup d'eau était contaminée par le mercure. On avait prélevé quelques échantillons de poissons dans l'eau qu'on a analysé dans les laboratoires et on s'est rendu compte que ces poissons étaient contaminés. Et maintenant, même les échantillons que nous avons prélevés sur des artisans miniers, on s'est rendu compte que pour la plupart, ils étaient contaminés au mercure, sans le savoir. Donc, pour moi, ça reste une grosse préoccupation. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre à la disposition de ces communautés ces outils qui peuvent leur permettre aussi facilement de pouvoir évaluer et apprécier la qualité de l'environnement dans lequel ces communautés-là vivent. Donc, vraiment, c'est encore une fois de plus, merci et félicitations à Joanne et Christina et Flavienne pour tout le travail que vous abattez de l'autre côté. Nous espérons qu'un jour, vous pourrez arriver ici en Afrique centrale. Merci. Non. Mon français n'est pas du tout bon. Vous avez dit qu'il y a des communautés qui vivent dans des zones minières. C'est vrai qu'il y a des risques. Je suis arrivé du Katanga hier. On a mis quelques outils dans les zones minières et c'est difficile de trouver des communautés, des membres de communautés qui sont engagés dans ce processus parce qu'il y a beaucoup de risques qui se présentent. Je m'excuse. Mais surtout comment utiliser les bases de données d'une manière spécifique, surtout au Congo. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent avec des organisations de défense des droits de l'homme au niveau international. Le cas du Congo est très spécifique. Et chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses lois qui sont spécifiques. Et donc, le cas du Congo, c'est un cas spécifique. Francisco, Francisco, vous voulez répondre? Maurice, allez-y. Maurice Kabeya. Oui, merci. Merci encore pour la parole. Je pense que je suis content, d'autant plus que nous avons eu des contacts avec Flavion Lubumbashi il y a 3 jours dans un renforcement des capacités à OARS à Lubumbashi. J'ai suivi avec attention les résumés de tous les facilitateurs. Je vous remercie. Donc, ma question s'adresse directement à Flaviano, bon, parce qu'il parle un peu français. Bon, je pense que quand vous avez été dans la province d'Io-Katanga et Lualaba, vous avez fait un travail formidable, celui de prélever les échantillons sur le cuivre et le cobalt. Bon, ma petite question, c'est qu'il y a des réalités que vous avez vécues ici. Je pense qu'il y a des similitudes entre mon prédécesseur du Cameroun. Donc, les zones minières sont
généralement sécurisés. Et ici, chez nous en RDC, précisément dans la province où je me trouve, dans la province d'Io-Katanga, il y a plus d'entreprises minières qui exploitent du cuivre et du cobalt. Mais vous allez vous rendre compte que toutes ces entreprises-là ont des services de sécurité privés. Au-delà de ça, ils ont aussi des services, ils font appel à l'armée. Donc les zones minières ou leurs carrés miniers sont protégés par des militaires. Alors, en tant que défenseur des droits humains, bon, est-ce que vous avez fait allusion à la sensibilisation? Parce que quand vous prélevez de l'eau, quand vous prélevez au niveau de la poussière, etc., donc vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours la pollution. Est-ce que dans votre travail que vous avez fait ici, vous avez fait attention à la sensibilisation? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que nous, en tant qu'organisation de la société civile locale, nous sommes butés à une difficulté. Vous savez, quand vous vous trouvez dans des zones minières sécurisées, parfois, donc vous allez être arbitrairement, soit peut-être détenu arbitrairement. Donc, il est une occasion pour moi de mettre une question sur la table pour dire que les sociétés locales doivent être appuyées plus par les organisations internationales au niveau international pour que les plaidoyers puissent aboutir. Parce que nos communautés, ce qui est vrai, ne savent pas si l'eau est contaminée, si l'environnement est contaminé. Donc, je pense que ce sont des recommandations que je voudrais aussi adresser à Flavien, peut-être à une visite prochaine en RDC, il pourra aussi tenir compte de ça. Merci. Sí, bueno, gracias por la pregunta y pues sí, claramente en el tema ahí de Katanga y Lualaba hemos tenido que tener en consideración todo el tema de la seguridad privada y como dije antes es muy importante el tema del trabajo comunitario, ¿no? De poder contar con unas comunidades en la cual puedes trabajar libremente y poner los instrumentos y hacer muestreos sin, sin riesgo o con riesgos limitados. Lo Alors, mismo, on doit arriver à amener les communautés à utiliser les outils que nous leur donnons sans beaucoup de risques ou sans s'exposer. Je m'excuse. Sur les questions de protection ou les questions juridiques, nous travaillons avec les organisations locales. Et si vous étiez à la formation, vous allez connaître que nous travaillons avec AfroWatch, avec et la question juridique ou les questions légales, nous laissons ça à la discrétion des organisations locales. Et je crois que c'est important de savoir ça. Merci Anthony, beaucoup, Flaviano. Merci beaucoup. Anthony, oui, allez-y, Anthony, Aïlo. Bonsoir à tous et à toutes. Je ne sais pas l'écouter. Bonsoir. Je crois que sa connexion n'est pas bonne. Il est en train de dire qu'il a des soucis de connectivité.
Je m'excuse, mais je crois qu'il est en train de dire qu'il vient de la zone, de la région du delta du Niger, dans la communauté de Ougoni. Non, ça ne passe pas. Non, je ne parviens pas à écouter. Je crois que son problème de connexion ne nous permet pas de les suivre. Il est du Nigeria, il a écrit son email et je lui ai envoyé quelque chose. J'espère qu'il sera en mesure de me contacter directement. Mais pour répondre, c'est un système qu'on peut répliquer partout dans le monde. On peut dupliquer partout dans le monde. Je ne sais pas si vous allez répondre aux questions dans la boîte pour se rassurer qu'il n'y a rien qui est resté sans être répondu, mais on ne peut pas prendre plus de questions parce que notre temps est fini. Il y a une question qui est posée par rapport au guide. Oui, vous pouvez aller sur notre site internet ou bien vous pouvez aussi visiter ILO. Ils ont développé aussi quelques outils et Francisco peut aussi faire des recommandations. Oui, mais merci. On n'a pas beaucoup de matériel sur notre site internet, mais nous sommes en train de faire une collection en Amérique latine et l'année prochaine, je crois, on saura publier ce matériel. Je vais aussi répondre à Angel Calerano. Elle a demandé comment elle peut être en contact avec des experts sur les questions de l'environnement au niveau de Mexique. Et j'ai mentionné les collègues d'hier, Fram, qui sont en mesure de mettre en contact les communautés avec des experts. En tant que Francisco, je suis l'un des experts qui est disponible dans notre région. Je crois que c'est important de mentionner ça. Merci beaucoup. Et par rapport aux liens, nous allons vous envoyer tous les liens par email. Alors, comme on l'a dit hier, pour ceux qui ont participé hier, ça c'est juste une introduction pour commencer déjà les discussions ou les partages. Et nous-mêmes, nous sommes en train d'évaluer comment est-ce qu'on peut amener ces expériences ou ces connaissances dans différentes régions.
Pour l'instant, on a juste introduit la conversation et on a pu enregistrer les discussions et donc on va continuer à voir comment est-ce qu'on peut renforcer la capacité de documentation de différents projets. Alors, Roberto, si vous voulez faire un commentaire rapidement. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Je suis Rigoberto, je suis à Guatemala. Je crois que c'est par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit hier la situation dans notre communauté indigène ou autochtone. Nous vivons dans des zones extractives et lorsque nous nous plaignons, il y a des stratégies de criminalisation. Je crois qu'ils sont similaires à ce qui se passe partout dans le monde. Et dans un tel cas, je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons faire parce qu'au Guatemala, il y a un nombre d'activistes qui sont criminalisés ou arrêtés par les sociétés minières ou le système judiciaire parce que le système est tellement corrompu. Et donc, nous faisons face à une situation très compliquée. Et je ne sais pas si vous avez des ressources pour nous qui peuvent nous aider parce qu'à part la pollution ou la contamination, il y a aussi ces problèmes juridiques, un problème d'arrestation des activistes. Alors, je vais remercier tout le monde qui a participé à ce webinaire. On a partagé les informations, les contacts et on va aussi faire des partages sur nos médias sociaux. On vient de finir une recherche sur la sécurité. Je crois l'année prochaine, on va avoir une session avec les communautés, les organisations qui travaillent avec les communautés pour essayer de renforcer la capacité. Je vais remercier nos panélistes, Christina, Flaviano, et nos collègues qui étaient ici hier, toutes les organisations, nos interprètes et l'équipe de communication. Je vous souhaite tous et toutes une bonne reste de la journée ou de la soirée. Merci beaucoup et à la prochaine.